Vraiment, les écrans le soir, c'est une des premières causes des problèmes de sommeil des gens. Le fait d'avoir des habitudes et de dire à ton corps, quand je fais ça, après c'est ça, lui il comprend. Et je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre effectivement, là c'est mon mental qui dit que je suis fatiguée et j'ai pas envie de le faire, mais là c'est mon corps qui me dit que ça va pas. What's up les boys, j'espère que ça va. On est de retour avec Marie, notre naturopathe attitrée au podcast. Marie, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Voilà, second épisode, t'es toujours bien installé, on est toujours bien Très installé. bien, on est très bien ici. Franchement, on est plutôt bien. Merci à Cédric toujours pour l'accueil. Petite pause rapide dans le podcast pour parler de mon partenaire All You Need. Vous le savez, je fais attention à ce que je mange et ça passe aussi par des compléments alimentaires. C'est pour ça que je suis partenaire de All You Need, une marque française qui ne fait aucun compromis sur la qualité. Il propose seulement 5 compléments, pas de superflu, que l'essentiel. Des formules qui sont clean, efficaces et qui sont vraiment utiles pour la santé. Et pour vous, bien sûr, il y a une remise de moins 10% avec mon code EA10 que vous pouvez directement utiliser sur allyounit.com. Je vous mets tous les liens en commentaire et nous, on reprend l'épisode. Et à Pierre qui est derrière la caméra. Je perds carrément mon téléphone. On a pris un café qui était vachement fort, du coup là je suis un peu surexcité. Non, dans notre épisode, on a fait un petit tour sur tout ce qui était alimentation, hydratation, etc. C'était un premier début dans la série, on va dire, liée à tout ce qui est naturopathie. Là, dans cet épisode, je voudrais qu'on parle de tout ce qui est récupération. Ouais. Parce que c'est quand même un facteur qui est hyper important pour à la fois les sportifs, forcément, mais aussi pour les non-sportifs ou moins sportifs. Donc forcément, pour commencer, la récupération, ça commence par quoi ? Par le sommeil, j'imagine. Donc on entend souvent que le sommeil, c'est un peu le meilleur des remèdes. C'est l'étape numéro 1 pour bien récupérer. Concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le corps pendant le sommeil qui pourrait justement favoriser cette régénération à la fois musculaire, mais aussi, trop souvent oubliée, nerveuse ? Alors, il se passe effectivement plusieurs process pendant la nuit. Le premier, ça va être la production d'hormones de croissance qui va permettre en fait de reconstruire musculairement, etc. Le deuxième, en fait, c'est l'activation du système parasympathique. Je vais expliquer, parce qu'après, tu vas me dire que j'ai pas expliqué. Ouais. En fait, le système nerveux, il est composé de 2 parties qui sont antagonistes, donc qui ont des effets contraires. Le parasympathique qui va être celui qui sollicite la récupération, le calme, etc. Donc qui est essentiel, par exemple, pour s'endormir ou pour récupérer musculairement. Et l'orthosympathique, on dit aussi sympathique, on utilise les 2 termes. L'orthosympathique, je ne sais même pas ce mot. Ouais, en fait, alors en fait, on dit très souvent parasympathique, sympathique, mais le vrai nom, c'est orthosympathique. Et lui, c'est l'inverse, c'est un peu l'action. En fait, c'est vraiment le système qui va activer tout ce qui est nécessaire à l'organisme pour être en action, faire un effort, se concentrer, avoir de l'agilité, etc. Donc, tu vois, physiologiquement, par exemple, ça va être l'accélération des battements cardiaques, le flux sanguin qui va être plus intense, les pupilles qui vont se dilater, les hormones comme par exemple l'adrénaline, etc., qui vont s'activer pour vraiment être en mode de j'y vais, quoi. Et en fait, le truc, c'est que normalement, pour que ce soit parfaitement équilibré au système nerveux, il faudrait qu'on puisse avoir un équilibre parfait entre les deux et en fonction des besoins, activer l'un ou l'autre. Et on a tendance à être dans une société de par l'hyper-simulation constante, que ce soit les écrans, les réseaux sociaux, machin truc, ou le travail hyper stressant, etc., d'être beaucoup trop dans l'orthosympathique. Donc je reviens. Donc, c'était juste pour expliquer parasympathique, orthosympathique. Voilà. Et en fait, du coup, pendant la nuit, c'est le système parasympathique qui s'active, donc des contractions musculaires, baisse du rythme cardiaque, etc. Donc qui est favorable à la récupération, à la reconstruction musculaire et aussi à l'équilibre nerveux, en fait. C'est comme ça qu'on recharge. Et la troisième chose importante, même s'il y a plein d'autres choses, mais en tout cas les 3 principales qui se passent, la troisième, c'est le foie en fait s'active de façon plus importante pendant la nuit, ce qui permet en fait donc le foie c'est un peu, si on peut dire ça comme ça, la station d'épuration du corps, qui permet de filtrer, d'expulser entre guillemets les choses qui sont mauvaises pour l'organisme, d'assimiler ce qui est bon, etc. Vraiment qui fait le tri. Et en fait c'est pendant la nuit qu'il fonctionne à son maximum.
Et donc, bah, tu vois, d'un point de vue sportif, par exemple, tout ce qui est déchets musculaires, etc., ça se fait pendant la nuit. Donc, c'est vraiment une phase qui est essentielle, au-delà de juste le fait d'être en mode repos et de laisser le corps se reposer. Pour le foie, t'as dit station d'épuration. J'ai jamais vu un mot aussi beau pour décrire le foie. J'ai beaucoup aimé. Non, blague à part. Écoute, c'était une très bonne introduction, justement, à ce sujet-là. Forcément, avant de parler du sommeil, t'as aussi le fait de comment bien s'endormir pour après essayer justement de dormir une nuit, on va dire, complète sans se réveiller. Il y a pas mal de choses qui existent. Je sais que moi, dans mon cas précis, j'essaie de prendre, tu vois, des infusions à la camomille. Il y a plein de trucs qui se font. Est-ce que toi, de ton côté, peut-être que c'est quelque chose que tu mets en place, des plantes naturelles pour aider à dormir? Est-ce que ces plantes-là sont utiles pour, grosso modo, tout le monde? Est-ce que ce serait utile pour des personnes peut-être qui seraient stressées? Ce serait quoi un peu différentes solutions que tu aurais là-dessus? Alors, moi, les plantes, de façon générale, que ce soit pour le sommeil ou autre chose, c'est des choses que je vais utiliser vraiment en appui quand c'est vraiment nécessaire. Mais je pars du principe que si on a besoin d'utiliser des plantes pour quelque chose, c'est qu'il y a un déséquilibre derrière. Donc, on peut l'utiliser de façon temporaire pour aider, par exemple, quand il y a des périodes de stress, des choses comme ça, et qu'on a du mal à gérer. Mais de base, en fait, pour moi... si les plantes, c'est quelque chose de systématique dont on a besoin, c'est qu'il y a un déséquilibre derrière qui n'est pas traité. Donc, on va d'abord aller chercher la cause de pourquoi on ne s'endort pas, avant de se dire, il faut que je prenne des plantes tous les soirs. Et donc là, dans le sommeil, typiquement, en fait, ce dont le corps a besoin, c'est de passer vraiment dans un rythme donc parasympathique, ce que j'ai expliqué tout à l'heure avant, c'est-à-dire de détente et de déconnexion un peu mentale. Le problème, alors il y en a plusieurs, mais le problème premier, c'est que déjà, on est dans une société où on a complètement perdu la notion de ce qu'est le rythme circadien. Donc j'explique, en fait, le rythme circadien, c'est notre horloge interne, entre guillemets, au même titre que tu vois, dans la journée, le soleil se lève à une certaine heure et se couche à une certaine heure. En fait, nous, on a une horloge biologique interne qui fait qu'il y a des moments dans la journée auquel notre organisme a fonctionné d'une certaine façon. Et en fait, il est très lié typiquement au rythme d'une journée. Et c'est vrai que à l'origine, tu vois, et c'est marrant quand tu regardes, par exemple, des générations précédentes, c'est un exemple qui m'a fait rire parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, il y avait des cloches dans le village qui sonnaient, par exemple, l'heure du matin et l'heure du soir, qui étaient un peu, en fait, les repères quand on n'avait pas de téléphone, ou etc., pour se dire, c'est l'heure de se coucher, c'est l'heure de se lever. Et en fait... l'influx de la lumière et du noir, etc., agit sur nos hormones qui nous permettent de nous endormir ou pas. Et en fait, le fait d'avoir un rythme décalé par rapport à une journée, donc par exemple le fait de se coucher très tard quand il fait noir ou de ne pas profiter de la lumière naturelle, du sommeil, etc., en fait, la lumière permet de réguler le rythme circadien. Et donc, en fait, le fait d'avoir des pratiques où on se dit, c'est devenu normal, par exemple, de se coucher à 23h, minuit, etc., du coup, c'est pas adapté à notre rythme circadien parce que lui, il est perdu, il a plus ses repères naturels et du coup, il peut y avoir des problèmes d'endormissement, de sommeil, etc. Donc déjà, en fait, ça paraît être du bon sens, mais c'est des bonnes pratiques, c'est de se dire que on se lève et on se couche. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui ont des emplois, des fois, où ils doivent travailler la nuit, etc. C'est différent, malheureusement. Mais d'ailleurs, on se rend compte que ces personnes qui ont des emplois comme ça a des impacts sur la santé après. Donc l'idéal déjà dans un premier temps, c'est de respecter ça un peu, le rythme circadien, de se dire que on se lève à des heures normales, entre guillemets, on se couche à des heures normales, mais aussi je pense que le premier truc à mettre en place qui est super efficace, c'est d'avoir une routine. Parce qu'en fait le corps adore ça, et en fait à partir du moment où il a des repères et des marqueurs, de se dire là c'est une heure à laquelle je m'endors, quand je fais ça après je m'endors, le corps est fait comme ça. Il a besoin d'avoir des habitudes. Alors je sais que il y a des gens qui n'aiment pas la routine, etc. Et ça les embête. La routine, ça peut être chiant pour les gens, c'est ça ça peut être chiant, mais en tout cas, d'un point de vue organisme, c'est ce que notre corps adore et c'est ce qui permet en fait d'être dans un état de santé le plus optimal. Donc dans l'idéal, si on arrive à avoir des horaires fixes de coucher et de lever, même le week-end, je sais que c'est pas facile à mettre en place, mais encore une fois, c'est notre société actuelle qui fait que c'est compliqué de le faire. Mais techniquement, d'un point de vue, si tu regardes, si tu enlèves le contexte social, etc., c'est pas un truc qui devrait être impossible à faire. C'est parce qu'on a ce truc de, on sort le soir pour voir les gens, pour regarder la télé, etc. Mais techniquement, moi typiquement, tu vois, j'ai un rythme de sommeil comme ça qui est un peu particulier. Les gens me prennent pour une folle. Quand je leur dis qu'à 30 ans, je me couche à 21h30 et que je me lève à 5h30, mais je sais que j'ai aucun problème d'endormissement et de réveil parce que mon
corps est habitué à le faire. J'ai même plus besoin de mettre un réveil ou quoi que ce soit, tu vois. Mon corps est habitué comme ça. Donc dans l'idéal, je sais que c'est pas un truc ultra simple à mettre en place, mais au maximum, essayer d'avoir des horaires de coucher et de réveil. Et après, le deuxième gros sujet sur le sommeil, ça va être tout ce qui est stimulation avec les écrans. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, la lumière naturelle impacte sur notre rythme circadien, et à l'inverse, une lumière artificielle va aussi impacter. Et en fait, quand on regarde des écrans en fin de journée, par exemple, ça va envoyer un influx lumineux, qui va dire à l'organisme, en fait, du coup, c'est encore la journée, c'est pas l'heure de dormir et je vais pas dormir maintenant. Et en fait, ça perturbe beaucoup plus qu'on l'imagine tout notre process de sommeil et de récupération. Et c'est pour ça, tu vois, après, il y a aussi un peu les trucs de lunettes pour les lumières bleues, pour limiter les lumières, etc. Mais à partir du moment, donc là, je parle juste de lumière, rien qu'avec les écrans, où tu envoies un influx lumineux, ça va perturber toute ta sécrétion d'hormones du sommeil. Et du coup, ça va dérégler en mode, en fait, ça envoie vraiment un signal à ton corps, c'est pas le moment de dormir, donc je vais pas dormir. Donc il y a ça. Et après, il y a aussi la stimulation plus nerveuse, de se dire que le surplus d'informations en permanence qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, le fait de stimuler des hormones un peu récréatives, etc. Du coup, pareil, ton corps, il se dit, au fait, waouh, c'est le moment de s'amuser, c'est bête, mais ça fonctionne comme ça, et c'est pas le moment de dormir. Donc, moi, les premiers conseils que je donne, c'est déjà d'avoir une bonne routine en fait de réveil et de sommeil. Et quand je parle de routine de sommeil, c'est pas juste au moment où je m'endors, mais avant. Donc, limiter les écrans. À partir du moment où l'idéal, ce serait de se dire, fin de journée, je l'utilise quasiment plus, et au moins 2 heures avant, j'arrête de les utiliser. Du coup, tu fais quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais si t'as plus d'écran? C'est ça le tu truc? Ouais. Tu lis. Ouais, tu fais mais en fait, tu vois, parce qu'en fait, on est parti du principe que c'est une normalité de regarder les écrans. C'est ça. Mais techniquement, je veux dire, il y a encore. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Les smartphones, ça utilise depuis combien de temps? 15 ans. Ouais. Il y a 15 ans, les gens, ils faisaient quoi avant de dormir? Ils regardaient la télé, tu me diras. Mais et encore, la télé, il y a encore ce truc d'influx lumineux et d'informations, mais je pense que c'est pas encore aussi stimulant que les réseaux sociaux. Mais même regarder la télé le soir, moi, c'est pas un truc que je conseille, tu vois. Tu lis, tu te reposes, tu discutes avec quelqu'un, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais vraiment, les écrans le soir, c'est un truc... Pour moi, c'est une des premières causes des problèmes de sommeil des gens. Tu vois. Donc voilà, et donc pour revenir sur le concept de routine, le fait d'avoir des habitudes et de dire à ton corps, quand je fais ça, après c'est ça, lui il comprend, il est intelligent le corps. Donc si tu lui donnes l'habitude comme au même titre que tu peux avoir des habitudes négatives, par exemple si tu sais qu'après ton repas tu prends une cigarette, tu sais que ton corps il va te regammer ta cigarette après le repas, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc si tu te construis, tu vois, une routine vraiment de sommeil le soir, du coup ça favorise le sommeil, et si lui il est habitué à s'endormir à 21h30, tu peux dire qu'à 21h30 tu vas dormir. Bon, après il peut y avoir des phases effectivement un peu spécifiques, c'est ce que je disais, par exemple tu peux avoir un événement personnel, une charge de travail, quelque chose qui t'inquiète par rapport à une compétition qui fait que tu as un stress plus important que d'habitude, et que là on va trouver des solutions pour aider. Mais de façon générale, le fait d'avoir une routine du soir qui soit apaisante, donc tu vois, moi je conseille alors aussi très important de ne pas manger trop tard le soir. Parce qu'en fait, du coup, si tu as l'estomac surchargé, ça va perturber ton sommeil. Okay. Donc, essayer de pas trop soit manger plus léger, soit suffisamment en avant pour pas perturber l'endormissement. Et puis avoir une routine du soir qui soit un peu détente. Si on a envie, on peut méditer, on peut faire un peu de mobilité, du yoga, on peut lire, on peut faire aussi des trucs un peu mentaux, tu vois, type les journaux de gratitude où t'écris, etc. Sûr, ouais. Ça, c'est super. On peut faire aussi des trucs de détente musculaire, par exemple se faire des automassages, se prendre un bain chaud, une douche chaude, des choses comme ça qui vont vraiment en fait activer le système parasympathique et se rentrer vraiment dans un mood je me repose et je m'endors. Donc voilà, ça c'est vraiment la base en fait déjà pour avoir un bon sommeil. Et puis après, en plantes, effectivement, quand on a besoin, y a des plantes comme... moi j'aime beaucoup tout ce qui est passiflore, valériane, qui sont des plantes naturelles qui aident vachement à réguler à la fois le système nerveux, donc calmer en fait le stress, parce qu'en fait on se rend compte que beaucoup de fois l'endormissement, c'est parce qu'on est perturbé mentalement, tu vois, ou émotionnellement. Ça, et moi après, un truc qui est super pratique à utiliser et que j'utilise beaucoup personnellement, c'est la CBD. On y vient. Qui est moi, c'est un truc que je me dis, c'est quoi ce truc? Pour moi, c'était de la drogue, limite, tu vois. Alors non, en fait, si tu veux, oui, en fait, il y a eu des débats là-dessus, mais en fait, c'est la partie donc du chanvre, donc qui sert à faire... j'ai un trou. C'est quoi, la bœuf, non? Oui, exactement. Et en fait, c'est la partie du chanvre où il n'y a pas les parties hallucinogènes que tu peux avoir dans la marijuana, voilà. J'ai eu un trou, désolée.
On va se faire striker le podcast, là. J'aurais peut-être pas dû dire ce mot-là, désolé. Bon, bref. Toujours est-il qu'en fait, ça a les effets en fait, décontractants et qui agissent sur le système nerveux, sans les effets négatifs qui peuvent être un peu hallucinogènes, etc., que tu peux avoir parfois dans la bœuf. Et c'est pas du tout addictif. Enfin, moi, ça fait des années que j'en consomme, mais j'ai jamais eu de problème. Et en fait, ça va vraiment... pourquoi j'aime ce truc-là? Parce que c'est un côté vraiment pratique. Moi, j'utilise sous format d'huile, tu vois. Et en fait, tu t'en mets quelques gouttes sous la langue. Bon, après, il faut doser en fonction de ton habitude, etc. Ouais, tu vois, ça se prend pas n'importe comment. Et en fait, du coup, ça te... Alors, il y a peut-être aussi un petit effet placebo. Hein, je dis pas que... Mais en tout cas, c'est réputé, tu vois. Il y a énormément de gens qui sont malades, qui ont des douleurs d'arthrose ou des douleurs chroniques, etc., qui s'en servent aussi pour gérer la douleur. Et c'est super efficace. Et ça a de plus en plus de sa place aussi en récupération post-sportive, parce qu'on se rend compte que d'un point de vue musculaire, ça aide aussi beaucoup à la détente musculaire. D'accord. Donc voilà, le seul truc sur lequel il faut faire attention, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que du coup ça peut tellement détendre que ça peut aussi avoir un effet sur la vigilance et l'attention, donc à ne pas consommer. Alors après ça dépend quelle quantité on en prend, mais moi personnellement j'en prends jamais avant de conduire, et aussi quand je fais des entraînements de vélo j'en prends pas avant. Parce que je me dis toujours... Tu peux en vigilance. Bah, tu vois, c'est bête, mais quand tu fais du vélo, tu peux pas te permettre d'être un peu en mode stone et de pas faire attention à ce qui se passe devant, tu vois. Donc, ça peut être dangereux. En tout cas, dans ces contextes-là. Hein. Mais à la CBD, il y a vraiment ce truc, le fait que ce soit lié un peu à, je ne citerai pas le mot, mais la partie un peu plus drogue douce, entre guillemets, qui fait que ça a une mauvaise réputation. Mais en tout cas, c'est super efficace. Et cette partie-là de la plante n'a pas les effets indésirables. Donc, c'est assez efficace. Voilà. Ce que tu as dit, c'est pertinent, pas mal. Il y a deux choses, moi, qui me viennent en tête, là. La première, c'est que, en fait, ce qui est dingue, c'est que je trouve que les gens n'arrivent plus, tu vois, déjà de 1, à être seuls avec eux-mêmes. C'est pour ça que, non, mais tu vois, pour ça que, du coup, on voit les écrans, etc. Tu vois, ça fait que, voilà, on n'arrive plus, je te dis, à être solo, à prendre du temps même pour lire, même, tu vois, pour marcher, limite, le soir, avant d'aller dormir. Ce qui est pas mal. Parfois, je le fais, et après, tu rentres, t'es claqué, ouais. Tu prends l'air, tu rentres, t'es claqué. Donc il y a ça. Donc les gens n'arrivent plus, et aussi les gens n'arrivent plus justement à calmer l'excitation. On n'arrive plus justement à prendre soin de soi, à se retrouver, tu vois, pour vraiment s'apprécier, se détendre, etc. Et le second truc, c'est qu'en fait les plantes, on en parle maintenant, mais t'as plein de tribus, t'as plein de peuples qui prennent des plantes depuis longtemps en fait. Avant la pharmacie qu'on a actuellement, tous les gens soignent avec des plantes. Ouais. Et de toute façon, la plupart des principes actifs que tu utilises maintenant en pharmacie, les molécules, etc., ça c'est des principes actifs qui viennent de plantes. Donc c'est pas un truc qui est nouveau en soi, tu vois, c'est un truc on connaît déjà. En fait, c'est assez marrant de se dire que tu passes un peu pour un fou quand tu préconises d'utiliser des plantes plutôt que des médicaments, alors que c'est l'origine même en fait du soin et de la santé, tu vois. Donc non, il y a au contraire, et puis c'est beaucoup mieux assimilé par l'organisme. Donc il n'y a que des plus à utiliser des plantes. Après, voilà, comme tout, ça a des effets indésirables en fonction des plantes, etc. Il faut faire très attention. Et il ne faut pas prendre les plantes n'importe comment, soit se renseigner, soit se faire guider. Tu vois, typiquement, moi, quand j'accompagne des gens, je vais leur conseiller des plantes, mais je m'assure que c'est adapté à tout leur mode de vie, tu vois. Donc, c'est des choses qui, certaines, ne sont pas à prendre à la légère, parce que ça peut avoir des effets indésirables. Mais de façon générale, il y a plein de choses, même j'ai envie de te dire... quasiment tous les maux peuvent être, sauf quand on a des maladies ultra poussées, etc. Je dis pas, mais tu vois, en tout cas, les petits maux du quotidien peuvent être largement soignés de façon naturelle avec des plantes. Mais moi, j'ai vraiment cette approche de me dire que les plantes, ça sert en support, et que si c'est un truc dont tu as besoin sur le long terme, c'est qu'il y a un problème de base qui n'est pas résolu. Pour moi, c'est vraiment super important. Ouais, tout part d'une base. Ouais. Et là, on a beaucoup parlé de l'endormissement, du fait de s'endormir. Mais comment tu t'assures que ton sommeil il soit réparateur? Est-ce que tu peux jouer là-dessus? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir un endormissement qui est optimal, qui fait que du coup, tu vas peut-être mieux dormir, en tout cas dormir d'une traite? Je te pose une question de fou, là. Ouais, c'est une question compliquée. En fait, j'ai envie de te dire, ça dépend de tellement de facteurs, le fait d'avoir un sommeil réparateur. Déjà, on sait que si on a un certain temps de sommeil, et que en fait, effectivement, notre corps a des repères qui permettent d'avoir des phases à la fois en sommeil profond et en sommeil plus léger. Là, on sait qu'on va avoir un sommeil réparateur. Après, tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Par exemple, la façon dont on respire, la façon dont on se positionne quand on dort. Par exemple, des gens qui vont se mettre dans une certaine position et ronfler, etc., ou avoir de l'apnée du sommeil, etc., du coup, ça peut être compliqué d'un point de vue récupération. Donc, en fait, c'est un peu très large comme
comme question. Après, il y a des outils qui permettent des fois de se rendre compte si on a un sommeil réparateur ou pas. Notamment, tu vois, une montre connectée. Où là, tu peux te rendre compte de tes phases de sommeil, si tu as des sommeils d'endormissement profond, de sommeil plus léger, etc., qui font que tu récupères bien. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement, déjà, si quand on se réveille le matin, on est crevé, c'est qu'il y a un problème et que ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement le fait que t'es sursollicité d'un point de vue émotionnel et mental, même quand tu dors, parce qu'on sait bien qu'il y a une activité aussi quand on dort, les rêves, etc. Ça peut être aussi des activités digestives. Donc, effectivement, si on a mangé des repas trop lourds la veille et qu'on a trop de mal à digérer, etc., ça peut aussi avoir un impact sur notre sommeil. Mais de façon générale, si on a des bonnes pratiques sur la façon dont on s'endort et de l'hygiène de vie à côté, normalement, le sommeil est réparateur de base. Voilà. Après, faut faire aussi attention au nombre d'heures, même si on n'est pas tous égaux en termes du nombre d'heures qu'il faut pour récupérer. Voilà. Ce serait quoi, du coup, c'est une bonne question, ce serait quoi, grosso modo, la tranche d'heures qu'on aurait besoin? Ça dépend des gens, mais c'est quoi? C'est entre 7 et 9 heures, quoi. Je pense que ce qui est optimal, c'est, je dirais, environ 8 heures. Pour moi, déjà, en dessous de 6 heures, on a un problème. Surtout quand on est sportif. Ah ouais. Après, je te dis, il y a des gens qui... C'est possible, des gens qui ont besoin de 6 heures de sommeil et qui pourraient être vraiment optimales. En fait, le problème, c'est qu'il y a une différence entre ce dont tu as besoin et la sensation que tu as. C'est-à-dire que tu as des gens, par exemple, qui vont être quand même s'ils n'ont pas beaucoup d'heures de sommeil, qui vont quand même réussir à mobiliser leur capacité, qu'elle soit cognitive ou physique, etc., qui vont pas avoir cette sensation de fatigue plus que ça, qui vont s'imaginer que c'est OK parce qu'ils se sentent pas trop mal. Mais après, d'un point de vue physiologique, reconstruction musculaire, etc., c'est pas optimal. Donc, j'ai envie de te dire oui et non. Après, pour moi, par exemple, tu vois, un sportif qui pratique régulièrement, 6 heures, c'est vraiment la fourchette basse. En dessous de 6 heures, c'est pas possible. Et pour moi, il faut carrément aller sur Pour moi, ouais, vraiment, les heures optimales, c'est, je dirais, 8 heures. Si on est entre 7 et 9, c'est optimal. Mais voilà, encore une fois, il y a des gens des fois qui n'arrivent pas à dormir autant ou qui s'en ressentent pas le besoin. Mais tu vois, par exemple, quand j'ai des gens qui me disent j'achète plein de trucs de récupération, genre pistolet de massage, truc de cryothérapie, machin truc et tout, et je dors, je sais pas, 5 heures par nuit, en tant que sportif, moi, ça me fait hurler, tu vois. Je vais te dire, ça sert à rien d'aller investir de l'argent pour acheter des outils comme ça, qui sont de la récupération, comment dire... Oui, ce que tu veux dire, c'est de l'accessoire, quoi. Ouais, c'est pas de l'accessoire, parce que quand t'es sportif de haut niveau et que t'as déjà toutes les bases, etc., ça peut effectivement avoir un effet, tu vois. Moi, c'est des trucs que je conseille aussi quand c'est pertinent, mais si derrière, t'as pas les bases de la récupération, qui sont le sommeil, l'hydratation et la nutrition, ça sert à rien de faire ça, hein, vraiment. Donc le dodo, ouais, non, la nuit, c'est le fait de dormir, c'est super important. Après, des fois, il y a des gens aussi qui font des siestes dans la journée. C'est ce que je fais, moi. Ouais. Je fais des siestes de 20-30 minutes. Ce qu'il faut faire attention, sinon je suis claqué. Ouais. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas dormir trop non plus pour pas perturber l'organisme et qu'il puisse faire des nuits correctes derrière. Parce que tu vois, l'idée, c'est quand même de... Moi, tu vois, j'ai des cas aussi où des personnes vont presque pas dormir la nuit, ils vont se faire 3 heures de sieste dans l'après-midi. Mais du coup, c'est un cercle vicieux parce que comme tu te fais 3 heures de sieste dans l'après-midi, forcément, t'as pas envie de dormir à 21h. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un sommeil réparateur long, en fait, pendant la nuit. Les siestes, c'est génial. Moi, quand je peux en faire, j'en fais aussi, mais il faut aussi les limiter à 30-45 minutes, histoire de se redonner un petit regain d'énergie. Mais l'idée, c'est pas de venir compenser la nuit avec ta sieste. C'est pas ça l'objectif. C'est d'avoir un repos intermédiaire dans la journée, surtout si tu fais beaucoup de sport et que tu es très actif, etc. Mais il faut pas que ça ait un impact sur ta nuit derrière. Est-ce que tu n'aurais pas des facteurs aussi pour savoir si tu as bien dormi? Moi, j'avais lu un truc comme quoi c'était si en gros avant midi, tu as envie de faire une sieste, c'est qu'en gros, tu n'as pas assez dormi ou un truc comme ça. Est-ce que tu as des facteurs un peu où tu peux juger un peu... Bon, tu me diras, ça reste du feeling, de la sensation, mais est-ce que tu as quelques facteurs comme ça qui sont quand même pertinents? C'est vraiment ultra personnel, mais pour moi, déjà, si tu te réveilles en difficulté, que tu es fatigué, que tu as du mal à sortir, même s'il y a des personnes pour qui c'est plus naturel d'être actif le matin que d'autres, hein, je dis pas. Si vraiment c'est une fatigue vraiment lourde, au sens où tu as du mal à sortir de ton lit, il y a un problème. Et après, ça va être de la fatigue mentale aussi sur la journée. D'un point de vue sportif, ça va être par exemple, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hormones qui régulent l'alimentation et la prise de poids pendant la nuit. Donc si tu vas avoir des prises de poids ou des pertes de poids un peu incomprises, ça peut être lié à ça.
Une baisse de performance, c'est bête, Ouais, mais bien si tu sûr. te régénères mal la nuit, forcément, tu vas avoir des baisses de performance. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer, qui peuvent en tout cas alerter sur le fait qu'on a une mauvaise récupération, un mauvais sommeil, ouais. Écoute, on a fait un bon tour sur le sommeil, je suis Ouais. assez content. Maintenant, je voudrais qu'on parle de tout ce qui est courbature. Et ce qui va autour, après ça peut être les blessures, mais Ouais. vraiment courbature pour commencer et faire plus large après. Euh, donc voilà, mettons, t'as fait une bonne séance, tout ça, tu t'es bien entraîné, t'es content, Ouais. t'as des courbatures, même si on sait que courbature et non-courbature, enfin, non-courbature, c'est pas forcément. Enfin, quand t'as pas de courbature, pardon, c'est pas Ça va pas forcément que t'as forcément fait dire une que le mauvaise séance. muscle n'a Voilà, pas c'est ça. travaillé. Ouais. Mais comment déjà tu pourrais naturellement faire en sorte de pouvoir justement peut-être réduire les petites courbatures que t'as eues pendant ta séance? Alors déjà, pour moi, ça se fait en amont de la sensation de courbature. Ouais. C'est-à-dire que en général, les courbatures, c'est des sensations que tu as le lendemain ou surlendemain, ça dépend. Logiquement, si tu as une récupération optimale et que tu viens soutenir correctement musculairement, alors, tu vois, pas encore une fois, si tu t'entraînes tous les jours en triathlon, forcément, c'est normal d'avoir des douleurs m'étonnes. musculaires. Au bout d'un Ouais, c'est moment, clair. tes muscles, voilà, ils sont un peu fatigués. Mais en tout cas, tu peux prévenir ça. Déjà, les principes de base, c'est ce que je dis toujours. Moi, la récupération, le principe de base, c'est bonne alimentation. Donc, venir nourrir son organisme correctement, que ce soit juste après l'entraînement ou de façon générale. Donc, les bons apports, les glucides, les bons lipides, les protéines, etc. C'est essentiel. Si tu n'as pas une bonne nutrition, tu peux être sûr que ton muscle, il va pas se régénérer correctement. L'hydratation, on en a parlé tout à l'heure. Le sommeil. Et après, il va y avoir des pratiques qui permettent effectivement de favoriser aussi la reconstruction musculaire et diminuer les sensations de douleur musculaire. Donc, il va y avoir notamment, alors de façon naturelle, tout ce qui va être le froid. Ça peut être intéressant. Alors, faire attention, le froid, parce que c'est aussi des fois un peu surutilisé. Ça peut être intéressant, en fait, pour calmer l'inflammation. Mais quand c'est surutilisé, ça peut être un peu contre-productif. Donc voilà, Ok. c'est pas à utiliser en excès non plus. Parce qu'en fait, si tu veux, l'inflammation, c'est un réflexe naturel du corps qui est important en fait pour comprendre qu'il y a une inflammation en endroit et venir reconstruire. En fait, si tu endors, en fait, le froid, ça endort. Si tu endors systématiquement après l'inflammation, en fait, du coup, il va pas forcément se régénérer de façon ultra... Donc c'est à bien doser, tu vois. Ok. C'est intéressant Ça fait pour sens. après des grosses séances, etc. Mais c'est à bien doser. Moi, ce que je conseille en général aux sportifs et ce que j'applique sur moi aussi, ça s'appelle la douche écossaise. Alors, c'est un peu difficile au début, c'est pas très agréable, mais ça permet d'éviter d'avoir des équipements super compliqués ou de prendre des bains froids. L'air de rien, tu consommes beaucoup d'eau, etc. C'est qu'en fait, à la fin de ta douche, donc tu prends une douche normale après ton entraînement, et en fait, tu vas venir mettre un jet d'eau froide sur la douche et venir remonter en fait sur les jambes ou alors sur les bras si tu as des sports où tu travailles plus le haut du corps, le dos, etc. Mais en général, c'est souvent les jambes. Venir faire en fait un jet d'eau froide sur les jambes, remonter et en fait alterner Ok. jet d'eau froide et jet d'eau de température de ta douche. Et en fait, ça a un effet musculaire. C'est un petit réflexe, tu vois. Moi, c'est vrai que les premières fois que tu le fais, les jambes m'en veulent un peu. Ça m'a été chiante. Mais ça a un effet musculaire qui est pas trop intense, qui est facile à mettre en place en termes de routine, tu vois, et qui a un vrai effet. Et puis voilà, après, ouais, ce sera plus tout ce qui est alimentation, complément alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Les automassages, ça c'est super. Oui, ouais. Alors, les automassages, ça peut être de façon manuelle ou tu vois, avec des pistolets de massage, etc. Là, en fait, l'objectif, c'est de venir revasculariser, en fait, et d'amener un afflux sanguin un maximum, en fait, au niveau des muscles, les aider à, du coup, bien mieux récupérer. Donc, c'est super. Les pistolets de massage, moi, je trouve ça génial. Mais sinon, il peut y avoir aussi des petites techniques d'automassage, de venir se masser, tu vois, après une séance qui font que, du coup, ça relance la circulation et ça permet aussi une meilleure récupération musculaire, ouais. Ça, c'était des bons conseils. Et pour tout ce qui serait peut-être, tu vois, je sais pas, tendinite, on entend beaucoup, tu sais, des... Ouais, des blessures. Voilà, des blessures. Est-ce que tu peux le traiter ou est-ce que en vrai, t'as pas grand-chose à faire fallait, entre guillemets, en amont, voilà, faire attention, quoi. Ouais. Alors si tu peux traiter, tu peux traiter. Alors déjà, ce qui est super important quand tu as une blessure de ce type, qu'elle soit musculaire ou tendineuse, tu vois, c'est d'adapter aussi la charge d'entraînement. Quand c'est une blessure qui est, on va dire, bénigne, qui gêne, mais qui n'est pas trop grave, donc typiquement des tendinites, moi, je ne conseille pas d'arrêter complètement le sport, mais plutôt d'adapter la pratique. Alors, tu vois, pareil, tu vois, tout ce qui est anti-inflammatoire et antidouleur, moi, je ne conseille pas parce qu'en fait, le problème, c'est quoi ?
c'est que ça masque le truc. Et du coup, tu penses que tu es apte à reprendre le sport ou à faire un certain type d'effort. Et du coup, ça camoufle un truc. Et derrière, en fait, certes, tu ressens pas la douleur ou l'inflammation, mais que ce soit ton tendon ou ton muscle, il continue à s'endommager. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est pas bon, en fait. Ça, c'est très doux. Ouais. L'idée, c'est en fait, au contraire, d'être conscient de sa douleur et d'adapter en fait l'entraînement par rapport à sa douleur. Donc, tu vois, typiquement, si tu as une tendinite, le mieux, c'est, tu vois, si tu as un coach, etc., lui, il sait pertinemment. Mais sinon, d'un point de vue sportif, de ne pas aller au-delà de la douleur, de se dire qu'on va faire des choses plus soft, de continuer à marcher. Si vraiment, par exemple, on a une tendinite, plutôt faire de la marche active ou des sports un peu plus doux, ou tu vois, ton entraînement habituel, mais de façon beaucoup moins intense pour adapter. Et vraiment d'y aller progressivement, tu vois. En fait, ça sert à rien soit d'arrêter complètement ou soit de brusquer le muscle et de se dire je vais prendre des trucs pour camoufler la douleur et je vais m'entraîner au-dessus. En fait, tu vas faire pire que mieux. Tu vas traîner ta blessure sur le long terme, tu vas l'empirer et puis du coup, derrière, ça va être encore plus frustrant. Donc ça, c'est la première chose intelligente à mettre en place. Et après, d'un point de vue naturel, il y a des petites pratiques qui peuvent être intelligentes. Donc, tu vois, typiquement, quand tu as une... je vais prendre l'exemple d'une tendinite, tu vois, premier truc que tu peux faire, c'est placer du froid dessus pour aider à calmer l'inflammation. Ok. Un truc que je fais beaucoup aussi et qui est super efficace, c'est les cataplasmes d'argile. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais, tu m'as dit un truc, j'ai rien compris. Non, blague à part, non, je connais pas. Alors, tu vois, typiquement, de l'argile verte dont on se sert, par exemple, pour faire des masses du visage ou des choses comme ça. En fait, l'argile verte a des propriétés reminéralisantes et détoxifiantes, ce qui fait que ça va venir soutenir, en fait, les tissus, qu'ils soient musculaires ou tendineux, de façon locale. Et en fait, quand tu as une blessure comme ça, moi, des fois, sur mon propre cas, j'ai eu des... Alors, c'est peut-être pas au point d'une tendinite, mais peut-être plus, tu vois, un début de tendinite, des choses comme ça, de juste... Quand je parle de cataplasme, ça veut dire qu'en fait, on va venir mettre de l'argile qui a été humidifiée sur la zone à traiter. Et en fait, en séchant, tous les principes actifs qu'il y a dans l'argile vont venir se mettre directement dans la zone traitée. Okay. Ouais, c'est énorme. C'est assez impressionnant ce qu'on est capable de faire avec de l'argile. Bon, alors, c'est pas le truc miracle si t'as un truc super grave, mais franchement, des fois, moi, des petites douleurs musculaires où je sens qu'il y a un truc qui va venir, etc., je peux te dire que le lendemain, j'ai plus rien, tu vois. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Donc, tu vois, par exemple, dans le cas d'une tendinite, on peut se dire que pendant les 2-3 jours après l'action qui a fait qu'on s'est blessé, on peut venir appliquer du froid et des cataplasmes d'argile. D'ailleurs, je vais peut-être faire un tuto sur mon compte Instagram pour curieux de voir ça, ouais, pour voir comment on utilise ça. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre Déjà, ça, c'est pas mal. Après, il y a aussi des plantes un peu anti-inflammatoires. Moi, un truc que je conseille tout le temps aux gens qui ont des petites douleurs articulaires, tendineuses, musculaires, etc., c'est de faire des petits shots curcuma gingembre. Okay. Curcuma, c'est une épice qui a un pouvoir anti-inflammatoire assez puissant, le gingembre aussi. Et du coup, en fait, le fait de prendre ça de façon... Alors, moi, je le fais, tu vois, à l'extracteur de jus le matin. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à boire, c'est un peu sauvage. Ouais, tu m'étonnes. Faut s'accrocher. Faut y aller. Hein. Mais ouais, ça a des propriétés anti-inflammatoires assez puissantes. Donc, c'est super intéressant. Donc, tu vois, moi, typiquement, quand je me fais un petit bobo, pendant une semaine après, je me fais un shot tous les matins. Bon, même quand je me fais pas de bobo, j'ai tendance à m'en faire. Mais là, vraiment, je me Faut que je le fasse. C'est curcuma, tu m'as dit. Ouais. Alors, l'idée... Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, tu prends du gingembre comment dire, frais. Ouais. Que tu vas placer, ou sécher d'ailleurs, les deux fonctionnent, que tu vas placer dans un extracteur de jus. Et après, le curcuma, soit idéalement, tu as la racine que tu utilises, soit tu peux le rajouter carrément à la cuillère, tu vois, genre les petites épices. Ça marche aussi. Et tu bois ça en shot. Alors, par contre, je vous préviens, ça va arracher. Ça pique, arrache la tronche. Ouais, ça pique. Ça arrache la tronche. Mais bon, après, quand tu prends l'habitude et que c'est pour ton bien, tu passes au-dessus. Mais ouais, encore une fois, tu vois, il y a plein de petites pratiques comme ça où les gens, quand je leur conseille, après, ils me détestent. Mais ils savent que c'est pour leur bien que je fais ça. Parce que tu vois, moi, je me suis fait une petite douleur au poignet rapide. Mais c'est léger, hein. Ouais. Je sens que j'ai un peu mal au poignet ici, tu vois. Et tu vois, franchement, je te jure, je vais essayer de le faire. Essaie, tu vois, pendant plusieurs jours de faire... Essaie pendant plusieurs jours le petit shot curcuma, le plat de cataplasme d'argile aussi, ça marche super bien, tu vois. Il y a plein de petites techniques comme ça qui permettent vraiment de soutenir. Et puis après, de toute façon, tu vois, les bons principes aussi, bien dormir. Je leur dis tout le temps, mais c'est le b.a.-ba, quoi. Bien dormir, bien s'alimenter, une alimentation riche en protéines, en bons lipides, les oméga 3, c'est super important aussi. Et puis voilà, normalement, après, ça passe naturellement. Mais il faut aussi adapter, bien sûr, la charge de stress mécanique que tu mets sur ta blessure, ça, c'est évident. Parce que moi, ce que je voulais faire, en gros, dimanche, j'ai une compète. Ouais. Et je me suis dit, écoute, je vais mettre, tu sais, de la baume du tigre. En fait, c'est un truc à la con, mais le problème, c'est que ça va masquer. Et en fait, ça va encore plus me déchirer le truc, quoi. Non, baume du tigre, ça va pas avoir d'effet bénéfique sur une blessure. Ah ouais. En fait, l'effet qu'a le baume du tigre, c'est que ça va chauffer.
Ouais, bah ouais. Et donc, du coup, effectivement, ça masque. Parce que du coup, au même titre que quand tu as des blessures et que tu commences à être un peu chaud, tu sens moins la blessure. Tu vois, des fois, ça t'arrive de faire des efforts, t'as pas mal sur le cou et dès que t'es à froid, tu sens que ça fait mal. Tu sens que ça tire, ouais. Bah, du coup, ouais, ça a plus effectivement camouflé qu'autre chose. Donc, alors après, bah, tu vois, quand t'as des douleurs un peu inflammatoires, tu vois, des fois, imaginons, je sais pas, j'ai un peu des douleurs lombaires et que j'ai quand même besoin de m'entraîner. Je sais que la douleur est gérée, que c'est pas grave. Et que pour me soulager pendant l'effort, je vais chauffer avant, ça oui, tu vois, ça ok. Mais pas au point où ce soit, j'ai un problème, je le masque et je continue à m'entraîner dessus. Ça, c'est pas intelligent. Ouais, c'est un cercle vicieux. Ouais. T'as parlé des compléments alimentaires aussi. Bon, les curcuma, c'est pas forcément des compléments alimentaires, mais t'as des marques maintenant qui le font en compléments alimentaires. Pour remettre un peu de contexte, parce que sinon ils vont se dire, attends, qu'est-ce qu'il raconte. Est-ce que les compléments alimentaires, on parle d'oméga 3, les oméga 3, pareil, tu retrouves ça dans le poisson, mais les marques maintenant en font aussi des compléments alimentaires, pour resituer. Est-ce que les compléments alimentaires, ce serait une bonne alternative pour, justement, je sais pas, quelqu'un, par exemple, j'en sais rien, là on prend oméga 3 comme exemple, parce que c'est concret, mais que tu retrouves dans les sardines, le poisson, peu importe, imagine-moi, demain, j'en mange pas du tout. Est-ce que ce serait bien d'en prendre en fait, de façon globale, comment tu conseillerais aux gens de prendre des compléments alimentaires parce que moi, de ce que je conseillais, c'était quelque chose que tu prends en complément d'une alimentation. Moi, ce que je conseillais aux personnes, enfin, pas aux personnes, mais aux clients que j'avais, c'était ok, là, tu peux vendre ça à tes clients, par contre, le but, c'est d'abord qu'ils mangent bien, et après, ça vient compléter une alimentation. Si demain, quelqu'un fait de la compétition, t'as encore plus dans le truc d'optimiser, donc t'as encore d'autres choses que tu peux donner, etc. Mais toi, c'est quoi un petit peu tes conseils là-dessus? Alors, moi, j'ai la même approche que toi. Un complément, c'est un complément. Donc, en fait, si c'est pour venir amener... si tu as une alimentation qui est déséquilibrée et que tu viens chercher des compléments alimentaires, c'est un peu... ça n'a pas de sens. Maintenant, en fonction des régimes alimentaires qu'on a, on parlait tout à l'heure, tu vois, de l'alimentation, par exemple, végétarienne ou végétalienne. Du coup, effectivement, les oméga 3, c'est des trucs que tu vas trouver essentiellement dans les petits poissons gras, donc les sardines, les maquereaux, etc. Tu peux trouver aussi dans les œufs, à condition qu'ils ne soient pas trop cuits. Tu en as dans les jaunes d'œufs, mais en fait, si tu manges sous forme d'omelette, l'oméga 3, il est détruit à la cuisson. Donc, tu les as pas, enfin, en tout cas moins. Tu peux les trouver aussi dans certaines huiles, par exemple l'huile de colza, l'huile de lin, des choses comme ça, et dans des oléagineux. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on est sportif, notre besoin en micronutriments, au même titre que nos calories, est augmenté. Donc déjà, tu vois, sans même parler d'alimentation spécifique végétarienne ou végétalienne, etc., quand tu es sportif, en général, l'apport en oméga 3, ou que tu t'entraînes beaucoup, l'apport que tu as en oméga 3 dans l'alimentation ne peut ne pas être suffisant. Donc tu vois, pour moi, l'oméga 3, c'est un truc quasiment systématique à conseiller à des sportifs, et encore plus, il est indispensable pour des sportifs qui ont une alimentation végétarienne ou végétalienne. Donc oui, c'est en complément, mais après, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir en tête qu'un sportif va consommer beaucoup plus de micronutriments qu'une personne sédentaire, et du coup, des fois, ça ne suffit pas par l'alimentation. Et du coup... en fait, il ne faut pas que les compléments alimentaires, ce soit genre la solution express parce que j'ai la flemme de bien manger, de bien dormir, Parfois, etc. c'est un peu ce que je fais, c'est pas bien, mais... Ouais, voilà, en fait, il faut dire que c'est un truc qui vient en soutien. Et pour moi, il y a des compléments alimentaires qui sont essentiels, tu vois. Donc, même si on peut dire, oui, on peut en avoir dans l'alimentation, pas toujours. Quand on fait beaucoup de sport et qu'on a des gros besoins, pas toujours. Ouais, donc, moi, je suis pour les compléments alimentaires, mais qui soient utilisés de façon intelligente et en complément d'une hygiène de vie qui est intelligente, tu vois. Mais est-ce que t'en donnes, parce que compléments alimentaires, on entend souvent, tu vois, bon, c'est un peu technique, on va faire simple, mais de compléments, voilà, pour améliorer les perfs. Je pense à la créatine, il y en a plein, là je prends un exemple vraiment que tout le monde connaît, mais très peu pensent aux compléments aussi santé. Est-ce que toi, t'as réussi peut-être à identifier quelques compléments santé qui seraient intéressants pour les sportifs? Je mets les pieds dans le plat directement avec le pied, mais souvent on parle de collagène, tu vois, t'as la peau, mais aussi pour tout ce qui est tendon articulation. Toi, qu'est-ce que tu penses en gros de ces compléments-là? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est placebo? Moi, j'ai essayé le collagène par exemple, dans mon cas. Je sais que quand je suis blessé, j'en prends un petit peu et ça marche plutôt bien, tu vois. Toi, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus, sur les compléments alimentaires plus récupération? Alors, déjà, pour moi, il y a 2 compléments alimentaires qui sont essentiels. En fait, tu dis c'est des compléments alimentaires santé, mais tu vois, moi, j'insiste vraiment sur le fait que quelqu'un qui est en bonne santé va pouvoir être performant, et quelqu'un qui est performant sur le court terme n'est pas forcément en bonne santé, et qu'à un moment, sa santé
qui va pas dans le fond va avoir un impact sur sa performance. Et pour moi, il y a vraiment aussi le côté de longévité de l'athlète, parce que tu peux avoir des pratiques à l'instant T qui vont, ouais, tu vas péter le truc sur une compète, sur un an de temps, etc. Mais si derrière, tu as des carences ou tu as des soucis de santé, tu peux être sûr que dans 2 ans, tu pètes. Ouais, c'est clair. Tu vois, donc moi, il y a aussi tout ce truc de trouver un équilibre entre la performance à court terme et la santé à long terme, qui pour moi sont intimement liés. Pour revenir à ton exemple, par exemple, du collagène, bon, alors le truc, c'est que à la fois, il y a des compléments alimentaires qui sont utiles et nécessaires, mais en fait, il y a toute une mode autour des compléments alimentaires et un côté très marketing. Il ne faut pas oublier que derrière, les gens qui vendent des compléments alimentaires, il y a aussi un intérêt pécunier. Il faut faire très attention au type de compléments alimentaires qu'on utilise et aussi sur leur qualité, tu vois. Le collagène, il y a une grosse mode là-dessus. Il y a des pour, il y a des contre, effectivement. C'est marrant parce que tous les gens qui en consomment sentent les effets sur eux. Et il y a des études là-dessus qui suggéreraient qu'il y aurait aussi un gros effet placebo, tu vois. Moi, le truc qui me gêne dans le collagène, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le collagène, c'est forcément marin ou bovin. Ouais, donc en fait, les collagènes, c'est extrait en fait de soit des cartilages, soit des ossements, etc. Du coup, de ce qui est industrie animal, et que du coup la qualité c'est pas forcément super, et pour peu que ce soit des animaux qui ont été au même titre que tu vois l'agriculture intensive, etc., qui n'ait pas été nourri correctement ou enfin bref, tu vois, c'est vraiment lié à l'aspect de la qualité de la viande, tu vois. C'est pas forcément d'hyper qualité, et moi je pense qu'il y a des collagènes qui sont vendus à des sommes qui sont mirobolantes, et qu'au final la qualité du collagène que tu ingères est pas super, tu vois. Mais de toute façon, tu vois aussi dans les effets. Ouais. Moi j'ai pris des collagènes, il y a des marques, de toute façon ils savent très bien, les marques avec qui je collabore et j'ai collaboré. Ouais. Mais j'ai pris des compléments du coup chez ces marques-là, magnifiques. Ouais. Par contre, il y a des marques, jamais j'irai chez eux, et les gens savent très bien de quelle marque je parle. Voilà. Donc, il faut faire attention à la qualité. Et après, moi, tu vois, l'alternative que j'ai aussi pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas envie... moi, typiquement, tu vois, j'ai une alimentation quasi végétale, donc j'ai pas envie de consommer des produits issus d'ossements bovins. C'est un peu ridicule de se dire, je mange pas de viande, mais je vais aller prendre du collagène des os qu'on a récupérés à ce moment-là. C'est en fait la glycine, qui est en fait un précurseur du collagène. Je m'en parlais en plus, qui est un acide aminé qui est assez intéressant. Et moi, typiquement, la glycine, c'est un truc que je conseille à mes sportifs parce qu'il est plus brut, et je pense qu'il y a moins de risques d'avoir de dommages collatéraux par rapport au collagène d'en consommer. Et ouais, moi, tu vois, par exemple, typiquement, j'en consomme quand j'ai des grosses périodes de prépa ou de compétition, j'en consomme de façon quotidienne, ou typiquement, quand j'ai des blessures, j'en consomme de façon quotidienne. Et peut-être qu'il y a aussi un petit effet placebo, je dis pas, un peu comme tout, de toute façon, c'est pas grave, tant que ça marche, c'est le principal. Tant que ça marche, bien sûr, c'est le principal. Mais ouais, moi, j'ai plutôt tendance à conseiller, après, si les gens ont vraiment envie de consommer du collagène et qu'ils ont une bonne marque, voilà, ils font comme ils veulent. Mais moi, en tout cas, si on me demande mon avis, j'ai plutôt tendance à conseiller de la glycine plutôt que du collagène, parce que du coup, c'est plus brut et il y a moins de risque d'avoir un produit de mauvaise qualité, en fait. Et après, pareil, de toute façon, on prend du collagène parce que c'est concret, mais dans tous les compléments alimentaires, tu as aussi des études qui sont en cours, t'en as, c'est prouvé. Ouais. Peut-être que par rapport à ce qui sortira, peut-être que notre avis changera, etc. Bien sûr. C'est ce qui est intéressant aussi. Il n'y a rien qui est ancré dans le marbre. Bien sûr. Donc c'est ce qui est cool aussi. Et du coup, on a précisé, parce qu'en gros, là, moi j'ai noté aussi des compléments comme la spiruline, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est un complément que tu pourrais... magnésium, on peut en parler aussi, mais voilà, des compléments type magnésium, spiruline, les choses comme ça. Comment est-ce que tu pourrais les conseiller aussi aux gens? Moi, le magnésium, tu vois, je le prends le soir. Ouais. Récupération nerveuse, il n'y a pas que ça, mais... Et pareil, spiruline, j'en prends aussi. Est-ce que pour toi, c'est aussi des compléments qui sont un peu indispensables? Encore une fois, c'est au cas par cas, tu vois. Le magnésium, je pense que c'est un truc dont beaucoup de gens sont carencés, que ce soit sportifs ou non. Ouais. Donc c'est un truc que je conseille aussi régulièrement, notamment quand on a des grosses fatigues, des crampes, de la fatigue mentale, etc. C'est essentiel. Donc tu vois, pour moi, le combo de base que je conseille, et notamment quand on est sportif, c'est magnésium oméga 3. La spiruline, c'est un peu spécifique parce que c'est une microalgue en fait. Et en fait, il faut comprendre que, tu vois, une spiruline, par exemple, ça peut avoir des effets indésirables dans certains cas. Par exemple, des personnes qui ont un profil ultra-inflammatoire, notamment au niveau des intestins, etc., ça peut continuer à augmenter l'inflammation. Okay. Tu vois, donc, en fait, c'est pour ça que moi, je pense qu'on ne prend pas énormément de risques en consommant... tu vois, les compléments alimentaires, pour moi, c'est des trucs qui doivent être conseillés au cas par cas.
et par un professionnel, tu vois, parce qu'il y a tellement en fait C'est ça qui est délicat en fait, c'est que du coup, t'es pas vraiment pro, mais tu conseilles des gens. Tu vois, moi je le vois dans les services clients des boîtes parfois. En fait, t'es formé par l'entreprise, mais t'as Ouais. pas vraiment de diplôme. Et pour le coup, tu peux conseiller. Bon, tu dis pas faut acheter, mais tu peux conseiller, tu vois. Après, il y a des compléments alimentaires en fait avec des minéraux ou des vitamines qui ont plus de risques que d'autres parce qu'il y en a certains à surdosage où ça peut être dangereux, d'autres Ouais, bien non, sûr. d'autres qui sont des vitamines liposolubles. Donc en fait, ça veut dire que l'excès s'élimine via l'urine. Donc en fait, le risque d'avoir un surplus et voilà. Donc tu vois, typiquement en magnésium, oméga 3, c'est des choses dont les gens sont tellement carencés. Et après, moi, tu vois, je suis pas pour favoriser la prise systématique de compléments alimentaires sans avoir d'encadrement parce qu'encore une fois, tu vois, il y a typiquement des compléments alimentaires qui peuvent être compliqués dans certains cas. Tu vois, par Mm. exemple, moi, quelqu'un qui a beaucoup d'inflammation, etc., la spiruline, je vais pas lui en conseiller, tu vois. Ça, je savais pas, tu vois. Ouais, bah oui, Ouais, mais c'est des choses dont... bien Enfin, sûr. c'est normal de pas le savoir, en Pourtant, fait. j'ai bossé dedans, mais j'étais pas au courant que dans ce cas précis, tu Ouais, pouvais pas. ouais, il y a des trucs comme ça. Il y a des compléments, par exemple, quand tu as des sujets de thyroïde, etc., il faut éviter de les prendre, tu Ouais. vois. Donc, en fait, c'est tellement... en fait, il faut que ce soit personnalisé, vraiment, c'est super important. Mais oui, après, par contre, je suis pour la prise de compléments, qu'on soit sportif ou non, quand on a des carences, quand on a des besoins et quand on se rend compte qu'on n'en a pas assez via l'alimentation. C'est essentiel. C'est essentiel. Écoute, on a fait un très bon point dessus. Ouais. Le prochain sujet, je sais qu'il va faire un petit peu. Voilà, il y a certains qui vont pas forcément bien aimer, mais c'est important quand même d'en parler. Ouais. C'est surentraînement. Tu vois, le fameux Un surentraînement. de mes sujets préférés. C'est un bon sujet parce que je pense qu'on l'a tous vécu. On a tous été dedans, tu vois. Moi, je te dis, au CrossFit, je suis passé de. J'ai commencé ce sport, j'ai adoré. Mm. J'y allais tous les jours. Mm. Sauf que tous les jours, je me mettais une grosse cartouche. Ouais. Au bout d'un moment, t'arrives, tu sens que t'es totalement fatigué, t'es déphasé. Mm. Voilà, déjà, est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est le surentraînement avant de Ouais. commencer? Et ben, le surentraînement, en fait, c'est quand physiologiquement tu. Est-ce que ça existe aussi, hein? Je t'ai pas posé la Ah question. oui, mais- bien sûr que ça existe. Ça existe et bien plus qu'on ne le pense. En fait, c'est quand physiologiquement, tu t'entraînes tellement que tu sursollicites ton corps par rapport à ses capacités de récupération. Et dans ce contexte-là, en fait, c'est contre-productif parce que ça veut dire que bah, du coup, tu t'entraînes moins bien, tu récupères moins bien et en fait, tes performances à terme vont devenir moins bonnes parce que du coup, bah, ton corps n'est pas dans un état de santé et de récupération optimale pour performer derrière. Donc oui, ça existe. Je suis d'ailleurs des sportifs qui sont en cas de surentraînement. Et en fait, il y a dans certains sports, et c'est encore assez ancré de se dire au plus on s'entraîne, au plus on est performant, mais c'est faux. Parce que, en fait, si tu sursollicites musculairement ton corps et que derrière, il ne se récupère pas correctement, bah, musculairement, en fait, ça va lâcher. Bon, je parle musculairement, mais pas que musculairement. Musculairement, nerveusement. Tout, ouais. tout fait que ça va lâcher. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment un entraînement intelligent où tu récupères à hauteur de ce que tu dépenses en termes d'énergie. Et ça me fait penser à un point très important, c'est que c'est surtout le cas pour des athlètes qui sont amateurs, donc qui peuvent avoir un très bon niveau, mais qui, par exemple, travaillent à côté. En fait, le facteur stress qu'on induit au corps, qu'il soit mécanique par des entraînements, on l'a aussi avec des facteurs externes qui sont le stress du travail, de la vie quotidienne, etc. Et il y a des gens qui ont tendance à penser que le fait de juste faire un entraînement et de récupérer par rapport à l'entraînement, ça suffit. Mais il faut aussi en prendre en compte tout le contexte de vie générale de la personne. Est-ce qu'elle a un environnement familial où elle dépense beaucoup d'énergie mentale et d'énergie physique? Est-ce que c'est un travail où voilà. Et en fait, du coup, on peut être faussé là-dessus en se disant bah super, je m'entraîne 3 heures par semaine et du coup bah j'ai pas besoin de temps récupérer. Mais oui, mais tu as besoin de récupérer de ce que tu fais aussi à côté du sport, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de prendre en compte la vie d'une personne dans sa globalité, pas juste sa pratique physique, parce que on peut se retrouver avec des gens effectivement qui sont surmenés à la fois dans leur vie professionnelle et personnelle, qui s'entraînent beaucoup trop et qui derrière ne donnent pas les clés à leur corps pour récupérer correctement. Et au bout d'un moment, forcément, le corps, il dit stop. Bah, en fait, c'est comme si, pour prendre un exemple super bête, tu as ton téléphone portable. Si tu le recharges pas... Petite pause dans le podcast pour vous parler de Giftasso, un partenaire qui me tient vraiment à cœur. Giftasso, c'est une plateforme qui permet de soutenir facilement des associations, qu'elles soient sportives, comme des clubs de quartier, ou solidaires, comme celles qui accompagnent des enfants malades, des personnes en situation de handicap ou en grande difficulté. Ce que j'aime avec Giftasso, c'est que tout est simple, transparent et surtout utile. De notre côté, on trouve essentiel de mettre en avant ce genre d'initiative, car en tant que média sport, on sait ce que le sport peut apporter, et on sait également qu'on a une responsabilité qui est celle de soutenir ceux qui donnent du sens à l'engagement,
qui soit sûr et en dehors du terrain. Alors si vous aussi, vous voulez faire une différence, allez jeter un œil à ce que fait Gistasso. Je vous mets le lien en commentaire. Merci à eux pour l'engagement. Et maintenant, retour à l'épisode. À hauteur de ce que tu Ouais. utilises, bah, ton téléphone, il s'éteint. Bah, c'est la même chose. Ça, c'est une très bonne vision des choses. Ouais. Ouais. Donc, en fait, il faut vraiment avoir... En fait, il faut se dire que la récupération, ça fait partie du processus. Et que c'est comme ça que tu construis du muscle, que tu t'adaptes, que tu permets à ton corps de performer. Si tu ne récupères pas de façon cohérente par rapport à ce que tu dépenses en termes d'énergie, que ce soit en entraînement ou sur tes trucs annexes, ça ne marchera pas. Et aussi, il y a un truc, moi, que j'ai remarqué, je te dis, c'est avec le crossfit, c'est que tu te fatigues musculairement, mais Ouais. aussi nerveusement. Bien sûr. Et ça, je m'en rendais pas compte. Ouais. Jusqu'au jour, en fait, où, bon, physiquement, ça allait, c'était correct, tu vois, par contre, nerveusement, Ouais, tu pètes un câble. en fait, là, ouais, tu pètes un câble, les barres, tu vois, sur ton haltérophilie, quand on faisait un petit peu, bon, en tout cas, j'ai pas un gros niveau, mais c'est pareil, tu sens quand même quand t'es en forme ou pas. Et la barre, impossible de la lever, quoi. Tu sais, Ouais. tu te fais massacrer, quoi. Et c'est là qu'en gros, j'ai compris. Et justement, ce serait quoi un peu, bon, j'ai donné quelques signes, mais ce serait quoi un peu les signes où, ok, là, tu dis, peut-être que là, peut-être qu'elle met un petit peu le jeu, peut-être que aujourd'hui, pas forcément m'entraîner, Ouais. prendre un jour de repos, et au final, ce jour de repos que je prends aujourd'hui, ou cette semaine, peu importe, me sera bénéfique dans un objectif qui est sur du plus long terme. Ah bah alors les signes, le premier c'est assez évident, mais ça va être la fatigue physique. Ça va être des troubles en fait type stress important, Ouais. fatigue mentale, contrariété, tu vois, Ouais, l'humeur aussi. difficulté à gérer son humeur. Donc tu vois, les gens qui vont s'énerver facilement, qui vont être soupolés, etc. C'est un signe. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme signe tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi ce qui va être perte de poids ou prise de poids importante, baisse des performances, parce que tu t'en rends compte, tu vois bien que ça marche pas, quoi. Donc en fait, je pense que l'idée, c'est vraiment d'instaurer un dialogue avec son corps. En fait, je pense que le gros souci, c'est que on a tendance à se dire que pour faire performer un corps, il faut un peu le maltraiter. Et, no pain, no gain. Et moi, ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai plutôt ce truc de se dire qu'en fait, notre corps, c'est notre partenaire dans la performance et que si tu le respectes pas, à un moment ou à un autre, il va te faire payer. Et du coup, plutôt d'être dans une optique de mon corps, c'est mon outil pour m'aider à performer et à faire. Et en fait, je dois le respecter et je dois l'écouter. Et vraiment instaurer ce truc de dialogue avec ton corps et d'apprendre à le connaître. Et tu vois, c'est un truc qui est un peu compliqué dans le sport parce qu'on a tendance à dire, ouais, c'est normal, on a mal, il faut continuer. Mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre, effectivement, là, c'est mon mental qui dit que je suis fatiguée et j'ai pas envie de le faire. Mais là, c'est mon corps qui me dit que ça va pas et qu'il a besoin de récupérer. Parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, forcément, il va plus avoir assez d'énergie, il va plus vouloir et il va plus performer. Donc, vraiment être à l'écoute et savoir adapter et se dire, là, c'est de la fatigue normale parce que j'ai fait telle séance et je vais savoir le faire derrière. C'est OK, je vais m'entraîner. Mais là, c'est une fatigue qui est anormale. Mon corps a besoin de plus de récupération, j'en lui ai pas donné assez et j'ai besoin de faire un break. Mais tu penses qu'on arrive facilement à faire la différence entre les deux? Parce Bah, qu'en fait, je trouve que, de façon générale, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, non, mais en fait, je je t'en trouve prie. qu'on a je sais pas, un peu comme tu vois, tout à l'heure, on disait qu'on avait du mal à prendre le temps, à se Ouais. reposer, etc. Je trouve qu'on a du mal aussi à vraiment se comprendre, tu Ouais. vois, à s'écouter, à faire le lien un peu, tu sais, ce serait entre je sais pas, le cerveau, ce qui se passe là, et après, tout ce qui en découle, tu vois, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Je pense toi? que le fait d'être connecté à sensation, c'est un travail de long terme qui est en dehors du sport, c'est apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, apprendre à être en silence aussi, parce que on en parlait tout à l'heure, mais tu vois, le fait d'avoir plein de perturbations extérieures, on n'apprend plus à se ressentir, à s'écouter, etc. Donc moi, je pense que, et au-delà du sport, c'est un travail qui est essentiel si on veut performer et être en bonne santé, tu vois. Donc voilà, après, c'est t'apprends à reconnaître tes sensations et à te connaître, etc., tu vois. Après, forcément, il y a les petits facteurs, les signes dont j'ai parlé tout à l'heure qui peuvent alerter. Par exemple, si tu as l'habitude de faire, je sais pas, tes heures de vélo le dimanche, 4 heures de vélo dimanche, et quand le lundi t'es en forme et que là, bizarrement, un lundi t'es fatigué, tu vois, t'as tes repères, tu vois que c'est pas normal. Après, ce qui peut être intéressant sur certains sportifs, quand on a même si on n'a pas un certain niveau et tout, mais c'est vrai que ça demande un certain suivi, c'est d'avoir, tu vois, des données physiologiques, donc typiquement, par exemple, le rythme cardiaque, ta récupération de sommeil, etc. Donc, par exemple, tu vois, typiquement avec un rythme cardiaque, quand tu sais que tu connais le rythme cardiaque d'une personne au repos et son rythme cardiaque pendant un certain effort, si tu vois qu'il y a un décalage par rapport à des entraînements habituels sur son rythme cardiaque, tu sais que il y a un besoin du corps de récupérer davantage, tu vois. Donc, après, tu peux avoir aussi
des marqueurs comme ça physiologiques qui peuvent aider aussi, tu vois, vraiment les préparateurs physiques, les entraîneurs, etc., à se rendre compte qu'un athlète est fatigué, tu vois. Mais je pense que le plus important, c'est aussi de revenir à l'écoute de ses sensations et d'apprendre à écouter son corps comme ça. C'est essentiel. Sur ton corps, de ce que je retiens un petit peu de ce qu'on dit depuis le début, c'est en fait ton corps a les solutions. Ouais. Juste, faut apprendre à s'écouter. Ouais. Et être en symbiose avec lui, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ouais. La dernière fois, on parlait aussi, tu sais, de la cohérence cardiaque. Ouais. Du coup, qu'on sait dans ton cabinet. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est et est-ce que la cohérence cardiaque, excuse-moi, ça pourrait peut-être aussi aider justement peut-être à mieux se connaître et dans l'idée aussi de mieux récupérer alors ça, c'est vrai que le sujet de la respiration, on en parlera sûrement sur le prochain épisode où on va parler de tout ce qui est le lien avec le mental, etc. Bon teaser. C'est un sujet qui est malheureusement très méconnu des personnes parce qu'ils partent du principe que respirer, c'est un truc tellement naturel que ça n'a pas d'effet. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le système nerveux, qui lui-même régit en fait toute l'homéostasie du corps. Donc l'homéostasie, c'est vraiment en fait un peu le régulateur du corps. Donc ça peut être la température corporelle, le pH, la circulation sanguine, enfin tout ce qui est hormonal, etc. Donc vraiment ça dirige tout. C'est fou de se dire que en fait le système nerveux est dirigé par ta façon de respirer. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, des fois il y a des gens, ils sont stressés, ils respirent mal, ils disent c'est parce que je suis stressé que je respire mal, mais en fait c'est l'inverse. C'est parce que tu respires mal que tu envoies le signal à ton cerveau d'agir d'une certaine façon. Et donc en fait la cohérence cardiaque, c'est un principe de respiration qui programme en fait le système nerveux de façon à être équilibré entre le parasympathique et l'orthosympathique. Donc en fait, ça fait un genre de reset en mode je remets mon système nerveux à zéro et je suis équipé pour être équilibré et à réagir en orthosympathique ou en parasympathique si nécessaire. Et donc en fait, l'idée dans la cohérence cardiaque, c'est d'avoir en fait un cycle de respiration où t'inspires 5 secondes et t'expires 5 secondes. Bon, c'est pour les gens qui ont envie de le pratiquer, il y a plein d'applications ou des vidéos YouTube où c'est guidé, etc. Et en fait, dans la pratique optimale, on dit qu'on fait 3 séances par jour de 5 minutes. Et en fait, une séance de 5 minutes de cohérence cardiaque, ça a un effet sur le système nerveux de 4 heures. Donc ça veut dire que ça va réguler ton système nerveux, donc vraiment l'aspect nerveux comme on peut le prendre au premier degré, mais aussi tout ce qui est réglé par le système nerveux d'un point de vue hormonal, circulation sanguine, etc., juste en ayant une pratique de respiration de 5 minutes, ce qui est assez incroyable et que très peu de gens connaissent. Et du coup, en fait, pour des sportifs, ça va avoir un gros effet sur tout ce qui va être gestion du mental, du stress, de la fatigue, etc. Mais il y a même des cas où c'est des gens pas forcément sportifs, par exemple, qui ont des problèmes de circulation sanguine, qui sont réglés juste avec la cohérence cardiaque, parce qu'en fait, ça vient tellement réguler l'homéostasie du corps et l'afflux sanguin, etc., que ça peut avoir des effets bénéfiques sur la santé qui sont assez phénoménaux. Ouais. C'est fou. Ouais. Moi, je commence aussi à faire... Moi, je médite. Et bon, c'est grosso modo ce que je fais. Moi, je fais 5 secondes d'inspiration. Je fais... 5... Et je fais 6 secondes où je retiens. Ouais. Et 7 secondes où j'expire. Comme ça, tu vois. Ok. Et ouais, ça fait vraiment du bien. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que de façon très simplifiée, l'inspiration active l'orthosympathique, donc le système de l'action, etc. Et l'expiration active le parasympathique, donc le système du repos, de la récupération. Et donc, en fait, on peut avoir plein de pratiques respiratoires différentes, parce que moi j'utilise beaucoup, parce que du coup j'ai fait un diplôme universitaire, ça, sur tout ce qui est méditation et pratiques respiratoires que j'applique aux sportifs. On peut avoir plein de pratiques différentes qui sont adaptées aux besoins du sportif, en fonction de si au contraire on a besoin de le calmer, si on a besoin de le détendre au niveau du mental, de l'émotionnel, etc. Si au contraire on a besoin avant une compétition, parce qu'on est un peu à plat, de s'activer et du coup vraiment d'activer l'orthosympathique, etc. Il y a un panel de choses qui peuvent être faites en respiration qui sont juste exceptionnelles, qui sont d'un point de vue performance mentale et physique prouvées scientifiquement d'ailleurs. Et la cohérence cardiaque, en fait, c'est plus le concept d'appliquer une pratique respiratoire sur le long terme pour vraiment avoir une base qui soit bonne, quoi. Mais écoute, magnifique. Et en fait, juste, il y a un truc que j'avais en tête, c'est que depuis le début, je disais Marie Kaplan. Ouais. Dans le podcast d'avant, en fait, c'est Marion Kaplan. Oui, mais moi, je sais même pas corriger. Je sais pas pourquoi je dis Marie Kaplan. C'est parce que t'as été inspiré par mon prénom, je pense. Non, mais c'est fou, pas mais c'est fou. Donc, on s'excuse, Marion, si jamais par hasard tu vois notre. Mais non, mais écoute, c'est magnifique. On a parlé de tout ce qui était lié à la récupération. Ouais. Donc, écoute, on a fait un bon tour là-dessus. Et après, une fois de plus. Il y a encore plein d'autres sujets qu'on pourrait explorer. C'est ça, là, on fait des parties pris, on peut pas non plus tout aborder. Sinon, le podcast, il va durer 2 heures, 3 heures. Et moi, je vous connais par cœur, vous n'avez pas tout écouté. Donc je préfère que vous ayez moins d'infos, mais que les infos, moins vous les retenez et vous puissiez les appliquer directement, c'est concret pour vous.
plutôt qu'on fasse un podcast trop long et qu'au final vous retenez plus grand chose au final, parce que c'est comme ça. Ouais. L'être humain ne retient pas tout, ce qui est normal. Écoute, merci Marie d'être venue Je t'en prie, merci à toi, c'était un dans plaisir. ce second podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours, ou voilà, si vous avez des questions, des sujets qu'on n'a pas abordés, on peut toujours les aborder plus tard. On y répondra avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais écoute, Marie, je te laisse redire où est-ce qu'on peut te suivre. Ouais, bien sûr. Alors, si vous voulez me suivre sur Instagram pour avoir des petits conseils naturels qui sont adaptés à la pratique sportive ou alors même des pratiques alimentaires qui sont bénéfiques, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram qui est donc mariedefort.naturo. Je pense qu'il faudra l'écrire encore une fois parce que j'ai un nom de famille d'origine flamande, donc c'est pas forcément ultra intuitif en termes d'écriture. Et sinon, vous pouvez également me contacter ou réserver une consultation avec moi via mon site internet mariedefort.com. Voilà. Magnifique. Mais écoute, c'était très concis, très, très précis. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'écouter le podcast. Je vous remercierai jamais assez, mais comme je le dis tout le temps, c'est bête, mais c'est grâce à vous qu'on peut continuer d'évoluer et en un an, passer d'un studio, passer de mon appartement à avoir un vrai studio de podcast. Donc c'est magnifique, c'est grâce à vous et on vous en remercie. Pareil, l'équipe construite, il y a Pierre là qui est aujourd'hui avec nous, qu'on salue et qui vous salue aussi. Non, blague à part, abonnez-vous à Marie, abonnez-vous à nous, mettez un commentaire si le podcast vous a plu, partagez-le. Je vous dis, c'est grâce à vous que le podcast grossit et je vous redis rendez-vous lundi prochain pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, c'était Marie Quentin. Ciao, ciao!